Bonjour, aujourd'hui je vous propose de répondre à une question qui m'a été posée sur Instagram et que je trouve très intéressante. Il s'agit de la question de la protection en tirage et de savoir est-ce qu'il faut se protéger en tirage, comment est-ce qu'on se protège, etc. Alors, la réponse très succincte, c'est oui. Il faut se protéger en tirage, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Parce que pour moi, il existe trois types de protection, trois types de thématiques sur lesquelles on peut chercher à se protéger lorsque l'on réalise un tirage. La première, il est évident qu'il faut mettre en place des systèmes de protection. Les deux suivantes, on peut en discuter. Alors, c'est quoi ces trois types de protection? La première, c'est la protection que j'appelle émotionnelle et psychologique. La deuxième, c'est la protection énergétique. Et la troisième, c'est la protection spirituelle, religieuse, magique. Le premier type de protection, clairement, il faut se protéger. Et pas exclusivement dans le cadre des arts divinatoires, mais dans la vie en général. Là, on va parler de tout ça à la lumière des arts divinatoires, bien évidemment. La protection émotionnelle et psychologique, pour moi, ça passe par des limites. Poser des limites aux gens pour lesquels on réalise des tirages, mais également se poser des limites. Il y a des thématiques de tirage avec lesquelles je ne suis pas à l'aise. Je ne souhaite pas le faire, soit parce que je l'ai déjà fait et que ça me pose un énorme problème parce que je sais que ça va me... C'est jamais une bonne idée, la santé, soit parce que d'un point de vue éthique, je trouve que c'est juste non. Enfin, aller espionner des personnes tiers, etc., c'est pas réglo. Donc poser et se poser des limites. Le deuxième élément, c'est de savoir prendre du recul. C'est hyper important pour se protéger émotionnellement et psychologiquement. Savoir prendre du recul, ça veut dire ne pas faire de tirage à chaud, que ce soit pour soi ou pour d'autres. Ça veut dire prendre le temps de donner une réponse à la personne, prendre le temps d'effectuer le tirage, que vous tiriez pour vous-même, donc comme je disais à chaud, mais si vous tirez pour, je sais pas, votre copine Géraldine, Géraldine, elle peut attendre 2 ou 3 heures que vous lui disiez si oui ou non vous êtes OK pour réaliser le tirage. J'ai conscience que que l'on tire pour soi-même ou pour d'autres, on a toujours l'impression de tirer... oui, attends, il y a une urgence, il faut que je fasse un tirage. Non, les urgences, c'est le 112. Les tirages, on peut prendre le temps de prendre du recul et de le faire après. Une autre façon de prendre du recul, c'est d'écrire ces tirages, de tenir un journal de tirage, de pouvoir se repencher dessus, de prendre des photos, de les filmer, de s'enregistrer en train de les interpréter. L'objectif étant de pouvoir se pencher dessus quand on a la tête un petit peu plus à ça. Voilà. Et enfin, ne jamais oublier qu'il y a un truc magique qui existe. Ça s'appelle le libre arbitre. Le libre arbitre ne disparaît pas parce que vous attrapez un jeu de cartes et que vous effectuez un tirage. Bien au contraire, un tirage, a fortiori s'il est prédictif, on est sur une prédiction, un petit peu comme une prévision météo, ce n'est pas fixe, ça peut changer. On peut le changer, alors, après, la météo on ne peut pas forcément la changer, mais on peut changer la prédiction, on peut changer ce qui va se passer. Voilà, il y a des choses qui peuvent se faire, on a encore notre libre arbitre, c'est très important. Pour se protéger émotionnellement, psychologiquement, pour moi, il est très important de savoir dire non. Non. Non, je ne suis pas dans une situation dans un état d'esprit dans lequel il est bon pour moi de faire un tirage. Non, je ne répondrai pas à ta question. Non, je ne veux pas te faire de tirage. Non, c'est pas une bonne idée de poser une question comme ça. Non, ce que je voudrais qu'il se passe, ce que je voudrais voir dans la prédiction, ce n'est pas la prédiction. Non, ça ne se passera pas comme je voudrais, etc., etc. Le non est très important. Enfin, bien reformuler sa question, ou bien formuler sa question plutôt, c'est-à-dire avoir conscience de ce qu'on veut vraiment savoir. J'en ai déjà parlé en parlant de la sélection de son significateur quand on tire avec le Lenormand, pour la question du succès. Quand vais-je rencontrer le succès ? C'est bien, c'est quoi le succès pour vous ? C'est d'être célèbre, c'est d'avoir de l'argent, c'est d'avoir du pouvoir sur les autres, c'est quoi ? C'est exactement pareil là aussi. Pour se protéger psychologiquement, il faut bien déterminer sa question. Parce que finirai-je ma vie avec Roger ? La réponse, ça peut être oui. Mais d'un autre côté, si c'est oui parce que vous n'oserez pas quitter Roger,
c'est pas top. Si c'est oui parce que Roger, je sais pas, même Roger est quelqu'un de très bien, vous avez un accident de voiture, vous y restez, vous aurez fini votre vie avec Roger, vous voyez. C'est pas très cool de le dire comme ça, mais la tournure de la question est très très importante quand on tire les cartes, a fortiori quand on fait du prédictif. Ensuite, bien avoir conscience de ses limites. On est tous biaisés, on n'est pas objectif, c'est pas possible d'être objectif, ni soi-même quand on tire les cartes pour soi, ni quand on tire les cartes pour d'autres. Un bon professionnel des cartes, un bon professionnel des arts divinatoires, aura conscience de la façon dont il n'est pas objectif et donc va le corriger. C'est pas le cas de tout le monde et c'est compliqué quand on tire pour soi-même, même quand on a de la bouteille. Tout simplement parce que vous allez avoir des cartes qui vont sortir et peut-être à un moment donné, vous aurez une carte, vous allez faire « Ah non, celle-là, je l'aime pas. Alors ça tombe mal, celle-là, je l'aime bien. Ah non, celle-là, je l'aime pas. Ah ouais, non, c'est naze et tout. Putain, la trahison, tout, c'est... Ah mais Et là, tu t'attends au pire. Et en fait, pas forcément. Parce que la trahison, c'est peut-être quelqu'un qui te fait des crasses par derrière et tu vas finalement t'en rendre compte. La tour, tout qui s'écroule dans le tarot, ça peut être super. Parce que la tour, si on prend la tour, le symbole de la tour qui s'effondre de façon extrêmement, littérale, vous allez peut-être abattre un mur ce week-end pour transformer votre petit salon et votre petite salle à manger en une grande pièce de vie. Je sais que je prends des exemples qui sont peut-être idiots, mais c'est ça aussi. Il faut avoir conscience de ses limites et de ses biais. Et du fait que parfois, on a peur du changement, donc on va avoir peur de la carte de la tour, alors qu'en fait, au final, c'est quelque chose de positif. C'est juste que sur le moment, c'est très désagréable. D'un autre côté, quand vous vous faites faire une piqûre et qu'on vous met un sparadrap, c'est pas ultra agréable d'arracher le sparadrap. Une fois qu'il est parti, il est parti. Bon. Il n'y a pas vraiment d'impact. Autre chose, connaître les limites d'un tirage. Il faut connaître ses limites, mais il faut aussi connaître les limites d'un tirage. Un tirage, c'est pas une vérité absolue. C'est pas inscrit dans du marbre, vous n'êtes pas coincé avec, ça se modifie. Ça se modifie, c'est aussi un tirage, il y a aussi donc vos limites dedans, les limites de la personne qui tire les cartes pour vous si c'est pas vous. Vous avez les limites de temps, d'information, de lieu, de contexte. Un tirage, c'est pas une vérité absolue. C'est très important de le garder en tête, ça, parce que ça permet de se protéger psychologiquement. A fortiori quand vous avez un tirage tout pourri. Oui, mais bon, si votre contexte psychologique est pas bon, le tirage, c'est ce qui va se passer vu dans vos yeux. Forcément, ça va pas être top. Et enfin, extrêmement important, je pense qu'on le dit pas assez, on met beaucoup en avant le fait de tirer les cartes régulièrement, d'une pratique quotidienne, etc. Faites des pauses, mais faites des pauses. À un moment donné, pour protéger, pour conserver votre santé mentale, votre énergie, vos émotions, etc., votre psychisme, faites des pauses. C'est pas honteux de pas toucher un jeu de cartes pendant 6 mois. Si vous n'êtes pas en état, vous n'êtes pas en état, point barre, faites une pause. Vous n'avez plus envie de tirer pour les autres, vous voulez juste tirer pour vous, mais faites ça. Si vous voulez juste tirer pour les autres, tirez pour les autres. Faites des pauses là, quand et de la durée dont vous avez besoin. C'est hyper important. Donc ça, c'est comment se protéger émotionnellement et psychologiquement. Ce type de protection-là, mettre en place des limites, se protéger, voilà, soi, c'est crucial, c'est indispensable. Et c'est pas exclusivement indispensable dans le cadre des arts divinatoires. Pour moi, c'est quelque chose d'indispensable partout. Voilà. Ça, oui, cette protection-là, il faut absolument la mettre en place. Les autres, on peut en parler, c'est une question de perception, c'est une question de pratique personnelle, de croyance, etc. C'est pas nécessairement indispensable. Il y a des gens pour qui ce sera pas du tout pertinent. La protection énergétique. Alors le premier point, il pourrait aussi appartenir à la première partie. Essayez d'effectuer vos tirages dans de bonnes conditions. Essayez d'avoir dormi avant, essayez d'être reposé. Ne faites pas des tirages quand vous êtes complètement claqué. Faire un tirage quand tu as dormi 2h30, ça fait une semaine que tu dors 2h30 parce que ton gamin est malade, la seule chose qui te fait tenir, c'est les 18 tasses de café que tu bois tous les jours, ça ne sert à rien. Tu n'as pas le recul nécessaire, tu es fatigué, ton cerveau ne fonctionne pas correctement, il n'y a aucun intérêt. Ça ou rien, c'est pareil. Voilà. Alors,
À ce niveau-là, je pense qu'il faut faire vraiment une différence dans les notions de temps entre le temps en termes de quantité et le temps en termes de qualité. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé sur Instagram, notamment quand je propose des tirages sur Insta. Je dis toujours que je propose des tirages quand j'ai le temps, quantitativement et qualitativement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des fois, tu as 2 heures. Tu te dis, moi, je pourrais faire des tirages pendant 2 heures. En termes de quantité, tu l'as ton temps. En termes de qualité, par contre, non. T'as 2 heures, ok. T'as 3 gamins qui hurlent, tu as, je sais pas, le voisin du dessus qui est en train de défoncer son carrelage au marteau-piqueur. Expérience vécue, c'est sympa. Tu es ultra fatigué, le téléphone n'arrête pas de sonner. Non mais voilà, t'as du temps. Physiquement, t'en as en termes de quantité. Ton temps, il vaut rien, en fait. Ton temps ne vaut rien. Tu feras... Ça ne sert à rien de travailler dans ces conditions-là. Un temps qualitatif, pour moi, c'est, par exemple, je vais avoir 20 minutes, mais ces 20 minutes, je vais être reposée, je vais être dans le calme, je vais être dans de bonnes conditions physiques, enfin environnementales. Je vais pouvoir faire un bon travail. Pour moi, ça, c'est important. C'est le type de temps qualitatif que je recherche. C'est pas grave qu'on en ait moins, si en termes de qualité, c'est plus. Voilà. Donc ça, c'est pour moi quelque chose qui est très important de mettre en place pour préserver et pour protéger son énergie. Parce que sinon, ton énergie, elle fuite. Je sais pas, je pense qu'on a tous essayé de retenir de l'eau dans ses mains. Ça fuite. Si t'es fatigué, que tu n'arrives pas à maintenir tes mains correctement, etc., ton eau, ton temps, ton énergie va s'en aller. C'est la même chose. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on protège son énergie? On s'ancre. Voilà, il y a plein de méthodes d'ancrage, il y a plein de méthodes de centrage ou de recentrage de l'énergie, mais travailler sur l'ancrage, c'est important. Arriver à ancrer son énergie, à ne pas, justement, à bien retenir l'énergie et à ne pas la laisser partir dans tous les sens, c'est très très important. Cet ancrage, on peut le faire en utilisant le soutien des pierres et des cristaux. Voilà, ça permet de garder, de conserver son énergie, de l'utiliser au mieux. Encore une fois, pour vous donner un autre exemple, votre énergie, c'est votre maison, votre énergie, c'est le chauffage. Il fait moins 15 dehors si toutes vos fenêtres et vos portes sont ouvertes, mais vous ne maintiendrez pas la chaleur, donc l'énergie, dans votre maison, c'est-à-dire en vous. Ça va partir dans tous les sens. Et vous allez, là en l'occurrence, dépenser beaucoup d'argent pour chauffer votre maison, mais l'argent, c'est votre énergie vitale, c'est-à-dire votre capacité à mettre un pied devant l'autre, hein, clairement. Donc ça, c'est très important. Donc de s'ancrer, de se centrer, de se recentrer, d'être vraiment avoir un objectif, tu centres ton énergie, et surtout décider combien d'énergie on dédie à quel truc. Quand vous faites un tirage, il y a un moment donné, vous allez voir, il y a certains tirages qui vont absorber votre énergie. À un moment donné, il faut savoir dire stop. Ça, c'est hyper important. Mais ça, c'est dans le premier point, savoir dire non à un moment donné, savoir s'arrêter. Donc, on peut borner le tirage. Comme je vous disais, déterminer l'énergie, borner le tirage. Moi, c'est quelque chose que je fais, le bornage de tirage. C'est très moche. Comment est-ce que je fais ça? Avec des petits rituels personnels. Vous pouvez borner un tirage en allumant une bougie avant de tirer les cartes, en vous faisant une infusion, une tisane, un thé, c'est ce que je fais. Et donc, c'est un petit rituel qui va avoir lieu au début, qui va marquer le début du tirage, le tirage et la fin du tirage. Voilà. Ça vous permet de concentrer votre énergie sur cet espace-là, ce moment-là. Donc comme je vous le disais, moi je vais utiliser des bougies, je vais utiliser de l'encens, éventuellement un petit peu de musique ou tout simplement la mise en place d'un espace de tirage. Pour moi, l'un des éléments très importants, ça va être le fait de boire du thé ou de la tisane. Quand j'utilise, alors déjà j'utilise les thés, les infusions en tirage pour utiliser l'énergie et les propriétés de plantes spécifiques pour aider mon tirage, si vous voulez, mais également le fait de préparer mon thé, ça peut marquer le début de mon tirage, en tout cas le début de la mise en place de cette fenêtre, si vous voulez, de tirage. Et ensuite, je vais boire mon thé, je vais commencer à le boire un petit peu avant, je vais effectuer mon tirage en buvant mon thé ou mon infusion, et je vais faire en sorte de terminer mon thé pour marquer la fin du tirage, la fin de encore une fois, de cette fenêtre de temps et d'énergie donc. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, borner mon tirage. Ensuite, savoir se décharger post-tirage. Savoir se décharger, éventuellement nettoyer énergétiquement ses cartes.
Le nettoyage énergétique des cartes, il y a plein de façons de le faire. Là, on touche presque au point 3, c'est-à-dire la protection spirituelle et religieuse. Mais savoir vider ses cartes, savoir se décharger énergétiquement soi-même, c'est aussi important. Il y a plein de façons de le faire. Moi, j'aime bien éventuellement, si je suis bloquée chez moi, le faire avec un cristal de roche qui aura été du coup purifié, qui sera entre guillemets à vide, et que vous allez prendre, et vous allez donc transférer l'énergie en trop dans le cristal de roche pour vous décharger. Vous pouvez le faire tout simplement en allant dehors, vous mettre pieds nus dans l'herbe, faire une balade en forêt, faire un câlin à un arbre, vous donner ce temps, cet espace pour décharger ces énergies en trop. Vous pouvez aller courir, vous pouvez danser à fond. Chacun a sa façon de le faire, mais le but c'est de se débarrasser de ces énergies-là. Voilà. Des énergies qui sont en trop quelque part. Nettoyer ses cartes, voilà, vous pouvez également le faire. Il y a plein de façons de le faire, de très très simple. C'est-à-dire vous les laissez dans un coin, vous les laissez gentiment, vous laissez les énergies se dissiper. Les énergies, c'est un peu comme une odeur dans une pièce. Vous aérez, vous laissez passer, ça retombe. Pas toujours le cas. Je grossis vraiment le trait, mais généralement ça fonctionne surtout quand on tire pour soi-même et qu'on est la seule personne à toucher ses cartes. Voilà. Ensuite, quand vous tirez pour d'autres personnes, ça c'est important. Là, vous allez avoir des personnes qui potentiellement vont laisser leur énergie sur vos cartes, dans votre espace, etc. Que les personnes soient présentes ou pas. Si vous faites un tirage en présentiel, la question c'est de savoir est-ce que la personne peut toucher vos cartes ou pas. Il y a 2 éléments de réponse. 1, la préférence personnelle. Oui, non, vous êtes à l'aise avec ça, vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Vous n'êtes pas à l'aise avec ça, le problème ne se pose pas, la personne ne touche pas vos cartes. Si vous êtes à l'aise avec l'idée que la personne peut toucher vos cartes, est-ce que cette personne spécifiquement, dans ce contexte-là spécifiquement, peut toucher vos cartes? Ou est-ce que les énergies qu'elle dégage à ce moment-là, ça c'est pareil, c'est du ressenti, c'est de l'expérience, vont faire que ça va coller sur les cartes? Alors, on va se dire que l'énergie, c'est un peu de la mélasse ou de la confiture ou un truc collant, du miel, vous voyez, un truc comme ça. Est-ce que la personne a les mains propres, c'est-à-dire est-ce qu'elle peut toucher vos cartes parce qu'elle arrive à garder son énergie à l'intérieur, ou est-ce qu'elle a du machin collant plein les doigts qu'elle va vous en mettre énergétiquement, on s'entend, plein vos cartes? C'est la question à se poser. Si la personne, clairement, elle dégouline de miel parce que ses énergies ressortent, elle ne maîtrise pas du tout parce que, je sais pas, elle va pas bien émotionnellement, ce genre de choses, ou parce qu'elle maîtrise tout simplement pas, elle n'est pas ancrée ni rien, vous pouvez lui demander éventuellement de ne pas toucher vos cartes. Si pour vous, il est important que la personne touche les cartes, il faut savoir que ces cartes devront être nettoyées après coup, mais que vous pouvez aussi utiliser quelque chose qui s'appelle un jeu neutre, qui vous permettra de mieux travailler. Le jeu neutre, pour moi, il y a 2 façons de l'utiliser. Soit vous avez des jeux dans votre bibliothèque de jeux, si vous en avez plusieurs, qui vont être des jeux spécifiquement pour vous, que vous ne prêtez jamais, que vous ne laissez jamais les autres toucher. Vous pouvez avoir des jeux que vous allez toucher, que d'autres vont toucher. Vous allez avoir des jeux qui ne sont touchés que par les personnes tiers. Donc ce sont les seuls à les toucher, à les manipuler, à travailler avec. Et vous vous contentez de lire les cartes. Ça, pour moi, c'est un jeu neutre. Une autre façon de travailler qu'un jeu neutre, si vous avez un jeu spécifique, un système que vous aimez, c'est d'avoir 2 fois le même jeu. Un pour que votre consultant tire les cartes et l'autre que vous allez avoir en main. Si votre consultant a tiré, par exemple, je ne sais pas, une carte, vous allez reproduire le tirage face à vous et vous allez interpréter vos cartes, mais le consultant n'aura touché que l'autre jeu. C'est beaucoup de logistique. Voilà, c'est chacun ses préférences. Perso, j'ai pas, mais ça vous permet de vous protéger, de mettre une barrière, en fait, une distance entre vous et les énergies de la personne. Voilà. Donc ça, c'est pour vous protéger énergétiquement parlant. Après, c'est aussi de la protection énergétique, mais c'est plutôt dans la sphère spirituelle, religieuse, magique, etc. Ça va être les protections au sens où on les entend souvent dans le milieu ésotérique. Alors ça, c'est très très spécifique. Ce dernier type de protection, c'est très spécifique aux croyances et aux pratiques personnelles. Donc quelque chose qui va être pertinent pour moi, par exemple, ne sera pas forcément pour vous. Quelque chose qui va faire sens, décidément, qui va faire sens dans votre pratique ou dans vos croyances ne fera pas forcément sens dans celle du voisin. Voilà. Donc ça, c'est, comme je le disais, la pertinence est vraiment liée à la personne qui pratique et au type de pratique et
je vais y arriver. La pertinence de ces pratiques se comprend, se juge dans le contexte des croyances de la personne, en fait, si vous voulez, et des pratiques de la personne. Alors, qu'est-ce que vous pouvez utiliser pour vous protéger? Des amulettes, des talismans, des médailles, voilà, ce genre de choses. Vous pouvez faire des prières, vous pouvez travailler avec des entités, que ce soit vos guides, des anges, etc. Vous pouvez allumer des bougies pour certains saints et autres. Vous pouvez travailler avec des outils comme ça, des choses qui vont venir vous soutenir. Vous pouvez également enfermer les énergies du tirage énergétiquement aussi. C'est-à-dire que, un petit peu à la façon d'un cercle. Vous avez un espace de tirage, vous le délimitez et vous faites en sorte que que les énergies ne sortent pas. On est sur quelque chose qui va être vraiment cadré en fait, et ça ne va pas aller se balader à droite à gauche. Voilà. Ça permet un petit peu comme, je ne sais pas si vous faites de la peinture, vous allez protéger votre espace de votre table, par exemple, avec des vieux journaux. Ben là, c'est à peu près la même chose, si vous voulez. Ça permet d'éviter que les choses débordent et aillent un peu partout chez vous. Voilà. Donc là, vous allez encadrer votre tirage. Pareil, les pratiques je appelle ça des pratiques de cercle, c'est pas vraiment ça, mais c'est vraiment spécifique à chacun. Ensuite, vous avez la possibilité des purifications. Alors, vous avez aussi des rituels de protection, si vous le souhaitez. Hein. Vous avez ce type de pratique-là. Et après, vous allez avoir la purification qui va vous permettre, à la fin d'un tirage, de, grosso modo, fermer la porte au nez des énergies qui viennent vous squatter. Donc là, on va avoir purification des cartes, de l'espace de tirage, de soi-même, etc. Et enfin, on va avoir le rangement des cartes qui peut aussi jouer un rôle de protection, c'est-à-dire vous allez ranger vos cartes d'une certaine façon, dans un tissu particulier, dans une boîte particulière, éventuellement avec des symboles qui vont permettre soit de vider vos cartes des énergies un petit peu parasites, soit de les garder dans un état de cartes chargées spécifiques pour pouvoir vous en resservir la fois d'après. Là encore, c'est hyper spécifique en fait à vos croyances. Quelqu'un qui va faire un tirage de cartes, qui va être catholique, qui va allumer une bougie à un saint en particulier, qui va avoir une médaille, qui va brûler un petit peu je sais pas, à la fin du tirage, va brûler un petit peu d'encens pontifical. On n'aura pas du tout donc les mêmes rituels religieux et spirituels que une personne qui va être plutôt, on va dire, de sensibilité néo-païenne, qui va cramer de l'armoise et de la sauge divinatoire, avec, je sais pas, des libations à certaines divinités. On n'est pas sur la même chose. Et avec des systèmes de protection qui vont être différents. En pratique folklorique catholique ou en pratique, ce qu'on appelle la folk magic, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, les pratiques sont complètement différentes. Et les pratiques de protection vont l'être également. Voilà. Donc se protéger, c'est hyper important. Voyez les trois points les trois catégories que je vous ai présentées comme un entonnoir. Se protéger émotionnellement et psychologiquement, c'est pour tout le monde. C'est hyper important et c'est dans tous les contextes, y compris les arts divinatoires, mais pas seulement. La protection énergétique, c'est important. Conserver son énergie, ne pas absorber celle des autres, c'est important. Ça va toucher un petit peu moins de monde, parce qu'il y a des gens pour lesquels c'est pas pertinent. Et ensuite, on va avoir le dernier point qui est là vraiment ultra spécifique à chacun. Certaines personnes, beaucoup pour lesquelles ça ne sera pas du tout, encore une fois pertinent, ça ne fera pas du tout sens. Et pour d'autres, ce sera hyper important. Mais on est sur un entonnoir. Voilà. Donc j'espère que ça a répondu à votre question, la question qui m'avait été posée, et puis à vos questions éventuelles. Si vous voulez qu'on en reparle un petit peu dans les commentaires, ce sera avec plaisir. Si vous voulez que je creuse un petit peu certains points, ce sera également avec plaisir. Et je peux rentrer un petit peu dans le détail, sachant que dans le cadre du point 3, ce sera très spécifique à moi-même, donc pas forcément pertinent dans vos pratiques respectives. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite.